Bonjour, bonsoir. On se retrouve pour la review du volume 4 de Saint Seiya Next Dimension. Installe-toi tranquillement, lâche un like, ça fait toujours plaisir. Et on reprend où on s'était laissé. À tout de suite. Iki s'était donc pointé devant Shion et surtout Suikyo, qui avait pris le dessus dans leur combat. Et Iki leur a dit: je vais passer et vous allez rien faire. Je vais t'enculer. Suikyo en doute et lui demande s'il en sera capable, car il n'est qu'un chevalier de bronze finalement. Mais il accepte toutefois le combat. Iki se fait pas prier et lance les hostilités. Et il arrive même à toucher Suikyo, lui faisant sauter son casque du Garuda. Mais là, surprise, Suikyo est debout et il troll Iki en lui disant tu es lent. Et puis bam, éclatement du casque d'Iki qui lui n'a rien eu le temps de calculer. Suikyo lui dit que s'il l'avait voulu, c'est sa tête qu'il aurait pu briser en 1000 morceaux. Sur ce, Iki enchaîne de plus belle, mais Suikyo semble parer facilement les coups. Et puis là, suspense, nouvel éclatement d'un bout d'armure d'Iki qui lui n'en croit pas ses yeux. Suikyo reconnaît quand même la valeur de combattant d'Iki, bien qu'il ne le trouve pas à la hauteur. Iki, lui, pour sa part, il exagère, je trouve, puisqu'il dit que son adversaire, il est plus fort que tous les chevaliers d'or qu'il a connus jusqu'ici. Bon, je veux bien que Suikyo soit fort, mais il faut peut-être pas déconner. Il est zinzin. Bref, round 3 entre les deux, et là, nouvel enchaînement de coups. Cette fois-ci, Iki a traversé Suikyo avec son doigt dans un espèce d'éclair rouge, mais il s'effondre quand même. Suikyo semble en sueur pour sa part, se demandant bien ce que pouvait être cette attaque. Puis il entend la voix de son frère et se dit qu'il est en train de rêver, quoi. Visiblement mal en point, il s'en va et laisse la vie sauve à Shion et Iki. On retrouve Tenma et Shun ayant passé le palais du bélier et arrivant à celui du taureau. Là, il voit Ox assis au calme sur les marches devant sa maison et leur dit: vous allez où comme ça? Tenma explique toute l'histoire, mais bien sûr, Ox n'en croit pas un mot. Évidemment, on peut se douter que ça va être la même chose à chaque temple. Et comme dans l'arc du sanctuaire, il va falloir qu'ils fassent leurs preuves à chaque fois, ou bien qu'un événement particulier se produise pour avancer, quoi. Les deux sont vénères, ils n'ont pas le temps, ils tentent de s'en prendre à Ox carrément à deux. Shun l'immobilise avec sa chaîne et Tenma essaie de l'attaquer pour mettre le chevalier du taureau au KO, afin de pouvoir passer. Mais Ox, lui, il les balaye d'une main comme des moucherons. Là, il perçoit quelque chose, Ox, et il demande à Tenma et Shun s'ils peuvent se relever, et il leur dit: allez-y, passez. Là, stupeur chez les deux chevaliers de bronze, mais Ox a fini par les croire, et de toute façon, devant l'évidence, il n'a pas le choix, car les spectres sont arrivés eux aussi, et ils se tiennent là devant le palais. Ox se sent d'ailleurs un cosmos parmi eux assez puissant en approche. On revient sur Suikyo qui est pas bien du tout, il est à genoux, il a mal au crâne. On découvre que l'attaque, la fameuse attaque qu'il s'est prise, c'est l'illusion du phénix, qui ici dans le manga est appelée un peu différemment. On voit à ce propos Shion et Iki qui discutent justement, et Iki dit que cette attaque est censée briser complètement l'esprit de son adversaire, mais que là il n'a pas réussi à le faire à 100%, donc Suikyo va finir par s'en remettre. Mais pas sans avoir revécu des cauchemars. Suikyo, il est dans le mal, il entend à nouveau la voix de son frère qui s'appelle Suisho, puis il passe en mode cauchemar dans un flashback. On le voit chez lui avec son jeune frère, visiblement très malade, lui disant de s'accrocher, de ne pas baisser les bras. Suikyo priant même Athéna pour la supplier de le sauver. Là, un petit démon apparaît, lui confirmant que son frère vit ses derniers instants. Il explique qu'il est un émissaire des enfers au service de Hadès, mais qu'il n'est pas venu sans raison, et il lui propose un marché, lui disant jure fidélité à Hadès, et en échange, Pandore te nommera un des 3 juges des enfers. Suikyo refuse cash, mais le démon renchérit, disant que s'il n'accepte pas, il pourrait bien le regretter. Et s'il continue à s'entêter, parce que dans ce cas-là, son jeune frère, en enfer, on lui réservera un sort terrible. Il sera condamné à une éternité de souffrance. Et d'ailleurs, on voit des images un peu dégueulasses. Et de temps en temps, le manga, il est trash. Il n'hésite pas à monter les têtes
des têtes décapitées. Bref, Suikyo se réveille de son rêve et on n'en saura pas plus hein, sur ce qui s'est finalement passé ensuite avec le démon. Mais bon, on sait déjà qu'il a accepté de changer de camp, hein, puisque voilà, il a l'armure du Garuda. Il se relève et se remet en route. Apparemment, maintenant, ça va mieux. De son côté, Shion décide de laisser passer Ikki, hein, comprenant qu'il va y avoir d'autres problèmes, que tout ça n'est que le début hein, d'une guerre, et il demande à Ikki d'aller vite protéger Athéna. Lui, il va rester au palais, hein, c'est son rôle de premier défenseur du sanctuaire, au cas où d'autres ennemis arrivent. De toute façon, vu son état pour l'instant, il ferait effectivement mieux de récupérer les forces avec tout ce qui s'est pris dans la tête par Suikyo juste avant. Retour au palais du taureau, Tenma et Shun, voyant les spectres, supposent que Shion s'est donc fait battre. Et Ox leur dit de dégager maintenant, ils vont le gêner quoi. Le menu frottin des spectres s'attaque à lui, mais il les éclate tous, disant qu'il s'en tapait d'eux, et que son regard n'était rivé que sur une seule personne. Et en effet, on voit Suikyo qui vient d'arriver. D'ailleurs, stylé le gars, hein, le mec, il a fait un marathon, il enchaîne. Suikyo, manifestement, il a un code d'honneur hein, malgré tout. Il lui demande de se lever pour se battre contre lui. Ox, il s'en fout, il s'en balèque, hein, il dit t'es qu'une merde. Et puis d'un seul coup, voilà, affrontement. Et là, il y a un gros coup de paume déclenché par Ox, d'ailleurs qui semble vraiment faire un bruit assez ouf, hein, puisque le bruit se fait entendre jusque dans la maison du bélier. Et d'ailleurs, Shion se met à penser à Suikyo dans un flashback. On voit Suikyo devant la tombe de son frère, qui donc, on le voit, n'a pas survécu à sa maladie. Il dit aux jeunes Doko et Shion qu'il doit partir hein, sur ordre du Pope pour enquêter sur les signes d'une possible résurrection d'Hadès. Donc c'était vraiment avant tous ces événements-là. Shion et Doko, voyant la douleur de Suikyo, compatissent et trouvent plutôt dur hein, qu'ils doivent partir maintenant, alors que le mec, il a même pas encore terminé son deuil. Suikyo commence à leur demander une faveur, mais finalement il se rétracte. Hein, il dit non, non, c'est rien. Et là, on revient sur Shion qui finalement se demande encore ce que cela pouvait bien être. On reprend le combat au palais du taureau et on voit ce Suikyo qui est tout en bas des marches. Il les a toutes défoncées au passage hein, en s'étant pris l'énorme coup de Ox. Il se relève, mais il a quand même pris cher. Ox est impressionné, hein, disant qu'un spectre normal, évidemment, n'aurait pas survécu à ça. Il en profite pour tenter d'en savoir plus. Hein. Il dit qu'est-ce que tu as donné à Death en plus du surplis que tu portes? Il y a bien autre chose. Suikyo fait la sourde oreille, hein, ce qui agace Ox d'ailleurs, qui finit par le traiter de traître. Et il veut lui remettre une deuxième baffe. Hein. Et là, pam, blocage de Suikyo hein, cette fois-ci. Ox, il en revient pas. Hein, et là, on voit un mini tourbillon hein, qui fait barrage entre les deux. Et on commence à découvrir petit à petit les vrais pouvoirs de Suikyo. Qui explique qu'il manipule hein, les particules d'eau présentes dans l'atmosphère et il en fait ce qu'il veut. Hein. Bon, normal hein, au final, hein, pour quelqu'un qui est l'ex-chevalier d'argent de la coupe, c'est logique. En tout cas, il dit à Ox de ne pas sous-estimer le pouvoir de l'eau car elle est capable de creuser la roche et de couper l'acier. Le géant Ox, cette fois-ci, se lève et déploie ses mains, disant que la corne du taureau va le pulvériser. Mais là, c'est trop tard. Hein. Suikyo lui a dit qu'il aurait dû le faire tout à l'heure et que s'il s'était pas retenu hein, pour taper un peu la discute, il aurait certainement gagné. Mais là, c'est trop tard. Là, on voit un espèce de pieu de glace se former, car bon, il manipule finalement toutes les formes de l'eau et il peut même la geler. Donc Ox est surpris, hein, il s'attendait pas à ça. Et Suikyo, qui est plus rapide que lui sur ce coup-là, lui lance l'attaque Lotus de glace et le transperce littéralement de plusieurs pieux de glace. Donc là c'est terminé. Hein. Suikyo reconnaît tout de même la valeur d'un chevalier d'or tel que Ox qui meurt. Une défaite debout hein, qu'on a déjà connue hein, pour Aldébaran. Donc là c'en est donc fini hein, pour Ox qui a pris ce combat un peu trop à la légère. Il n'a pas voulu tuer Suikyo tout de suite, apparemment, espérant peut-être en savoir un peu plus ou le ramener à la raison. Bon, en tout cas, trop tard hein, pour lui, malheureusement. On change d'époque et de décor et on voit Callisto rejoindre un espèce de cachot en dehors du palais de la Lune, disant Thomas, tu es libre. On découvre donc Thomas, un mec mystérieux, plutôt stylé, avec des cheveux rouges, des cicatrices, enchaîné de partout et qui lui demande qu'est-ce que tu veux tu me libères pas pour ma belle gueule, je suppose. Elle lui dit je veux que tu te rendes au sanctuaire d'Athéna pour me rapporter la tête d'un chevalier de bronze, celle de Seiya.
Thomas dit non, moi je suis un guerrier céleste, hein, je m'abaisserai pas à tuer un chevalier de bronze. Le gars se prend pas pour de la merde a priori, hein, et on apprend au passage que bah voilà, il existe une nouvelle catégorie de chevaliers qu'on connaissait pas. Donc ça doit être des guerriers au service d'un autre dieu, hein, je suppose, hein, peut-être au service d'Apollon ou peut-être même de Zeus, allez savoir. Tout comme il y avait les spectres d'Hadès, les marinas de Poséidon, bah voilà, il y a les chevaliers célestes, hein, mais deux, pour l'instant, on ne sait pas qui. Bon, là c'est une supposition de ma part, hein, on verra plus tard. Suite à son refus, hein, il semble se prendre une grosse décharge dans la tête, on ne sait pas trop de pourquoi, mais on comprend que c'est Callisto, hein, qui maîtrise le personnage, et il lui dit que ça sert à rien de résister, hein, sinon son crâne va exploser. Sur ce, il y a un petit peu d'exposition, hein. On nous explique que le mec en question, Thomas, bah, c'est un ange déchu qui s'est fait bannir du royaume des cieux, et que Callisto, la meuf, elle l'a trouvé à moitié mort. En gros, elle en a fait direct son prisonnier en pensant qu'il pourrait lui servir un jour et que ce moment est finalement arrivé. Donc c'est vraiment une saleté, hein, celle-là, hein. Donc là, on capte le plan de Callisto, hein, qui est son plan B finalement, hein, puisque le premier qui était d'arrêter Athéna a foiré. Donc là, le deuxième plan, c'est finalement tuer Seiya, car finalement, si Seiya est mort, bah, tout ce qu'Athéna essaie de faire dans le passé, bah, ça servira plus à rien. Donc c'est pas con. En tout cas, Callisto dit pour finir à Thomas, fais ce que je te demande, je t'enlèverai donc ce masque avec lequel donc elle semble le contrôler, et je te rendrai ta liberté. Et là, le gars accepte. Retour dans le passé, Ikki il est arrivé finalement au palais du taureau, hein, et il constate Ox dans sa pose d'attaque en mode protection jusque dans la mort. Ensuite, on enchaîne avec Shun et Tenma, continuant de monter les marches. Shun, il a fini quand même par sentir le cosmos d'Ikki, qui a réussi à les rejoindre dans cette dimension. Et puis, ils arrivent devant la maison des Gémeaux, hein, qui est entourée d'une espèce d'aura un peu chelou. Tenma, il est content, lui, hein, il voit que cette fois-ci, il n'y a personne qui les attend et il se dépêche d'entrer. Shun, il a capté, hein, qu'il y avait quand même une aura assez étrange dans le palais et il dit à Tenma de rester sur ses gardes, hein, parce que c'est bizarre. Puis là, ils arrivent de l'autre côté, hein, assez facilement, mais ils se rendent compte qu'ils sont revenus à leur point de départ. Donc Tenma, il a rien pigé, hein, mais Shun, il a vite compris les bails. Ça lui rappelle quelque chose, hein, effectivement, le temple des Gémeaux, on le sait, hein, peut se transformer en labyrinthe, on l'a déjà vu. Retour ce coup-ci au sanctuaire du présent en 1990 et on voit Seiya en galère tout seul. Genre c'est bien beau, hein, Athéna et Shun de vouloir le sauver, mais il fallait peut-être avant de partir le déposer à la maison de retraite, hein, le mec, hein, parce que là, franchement, ça se fait hop. Bref, sur ce, Thomas, tout libéré, délivré qu'il est, se pointe avec son armure d'ange, avec des petites ailes derrière, ça claque. Là, il lève le bras pour accomplir sa mission et tuer Seiya, mais il voit quand même que Seiya, il est complètement HS, hein. Puis il trouve ça ridicule et assez rabaissant finalement d'avoir à exécuter un mec sans défense. Avant de se ressaisir, hein, car il se rappelle que s'il accomplit sa tâche, il pourra surtout tenter de retrouver sa sœur, avec laquelle apparemment il s'était séparé depuis son enfance. Donc bon, on a déjà vu ça quelque part également, hein. L'auteur aurait peut-être dû au moins changer le délire et lui faire retrouver une cousine, une tante ou je sais pas quoi. Mais bon, là, il y a quand même un parallèle évident avec Seiya, justement. Ce qui est assez drôle, hein, parce que finalement, ils se ressemblent un peu physiquement et ils se font face. En tout cas, c'est juste un taf pour lui, rien de personnel. Shun et Tenma repartent de plus belle en courant à travers le troisième temple et voient la sortie. Mais une fois dehors, rebelote à nouveau, ils sont à la case départ. Mais cette fois, ça se complique, hein. Il y a deux temples désormais, donc l'illusion est en train de s'intensifier. Shun confirme ainsi à Tenma la théorie du labyrinthe, hein, et ils décident de se séparer pour en traverser chacun un. Shun prévient Tenma en disant te fais pas berner à l'intérieur, hein, il peut y avoir des pièges, hein, fais gaffe. L'autre lui dit ok, compris chef, et les mecs se disent allez, on se retrouve à la sortie. Là, on approche petit à petit la fin du tome et on voit l'ange Thomas qui ressent un cosmos se dégager de Seiya, mais c'est pas le sien, hein, c'est celui d'un dieu et particulièrement d'Athéna. Donc, et ouais, la meuf, elle a marqué son territoire avec un bracelet pour écarter les individus mal intentionnés, hein, potentiellement, qui pourraient approcher Seiya. En tout cas, Thomas semble ne pas pouvoir l'attaquer à cause de ça. Et au final, il trouve une solution de rechange, hein, carrément, il balance Seiya en l'air avec sa chaise. Comme ça, en retombant, il va se fracasser la gueule. Le mec a aucun respect pour les handicapés, hein, ça se fait pas. Tu crois que c'est du respect, ça? Alors, arrive à ce moment-là une meuf, c'est Marine, hein, qui dit je sais pas quitter toi ni ce que tu veux, mais je vais te défoncer.
Thomas lui dit tiens, attrape, et il lance le fauteuil genre comme une baballe. Et là, Marine, il rattrape le fauteuil sur l'épaule comme un déménageur transportant un carton quoi. Là, Thomas en profite, il approche son bras de sa gorge à Marine et il fait des vannes genre attention, tiens-le bien, il pourrait tomber. Et au moment d'achever Marine, évidemment, nouveau coup de théâtre, l'air se met à geler et t'as un blond baraqué qui se pointe, regard caché, genre comme Ked le survivant. Là, il est stylé, Yoga, à ce moment-là. On revient sur Sean qui finit par tomber sur le chevalier des Gémeaux, ou du moins ce qu'on suppose être un fantôme, hein, puisqu'on ne voit pas son visage. On commence à connaître un peu les trucs hein, que l'auteur réutilise. En tout cas, Sean lui parle calmement en disant je suis pas un ennemi, hein, je vais passer et tu vas rien faire. Un peu comme une technique de Jedi, quoi, hein. Puis voilà, il avance et l'armure d'or disparaît. Donc au final, si on ne l'attaque pas, elle riposte pas. Retour sur Yoga qui pose son armure tranquille, genre il n'a pas besoin de la mettre le gars, hein, il a confiance. Et il envoie direct sa technique poussière de diamant sur Thomas. Thomas bloque l'attaque et s'apprête à répliquer. Mais son bras finalement est gelé. Thomas lui dit qu'il les a sous-estimés et il s'en va. Genre je reviendrai, un jour je l'aurai. Bon, c'est chelou, hein, le mec se taille finalement, on sait pas trop ce qu'il veut, ni finalement ce qu'il vaut vraiment, hein. Bon, affaire à suivre, j'ai envie de dire. Marine et Yoga débriefent un peu sur leur mystérieux ennemi et se demandent pourquoi un ange est venu attaquer Seiya et que ça sent pas bon du tout, hein, ils ont un mauvais pressentiment. Et Marine d'ailleurs dit ah, ça me rappelle quelqu'un. Et Thomas aussi, d'ailleurs, de son côté, hein, se pose la même question. Donc là, bon, ok, la blague, hein, on a compris que Marine et Thomas, pardon, sont frères et sœurs, hein. C'est clair que c'est plus qu'une coïncidence. Et dire qu'ils étaient là en face tous les deux l'un de l'autre sans le savoir. Bon, la petite pause, hein, on savait que Marine aussi, elle avait un frère hein, dont elle avait été séparée il y a longtemps, et au final, on avait bien compris que Marine n'était pas la sœur de Seiya, bien qu'on l'ait tous cru pendant très longtemps, hein, l'animé notamment jouant un peu sur cette ambiguïté. Donc finalement, l'auteur donc a décidé de mettre fin à ce suspense qui n'avait pas été résolu dans le manga dans cette suite. Donc je me dis bon, ok, pourquoi pas. Mais quelque part, tu te dis c'est chelou que le frère de Marine soit un ange. Comment c'est possible si elle-même est un chevalier d'argent? Mais bon, pourquoi pas, hein, ça fait un petit mystère à résoudre. En tout cas, on verra bien les réponses qui nous seront apportées plus tard. Shun donc a réussi à sortir du temple et il voit pas Tenma hein, qui est encore dedans, a priori, hein. Et comme il s'était promis de continuer le chemin, donc le premier qui allait en sortir, bah c'est Shun qui poursuit, qui décide à continuer sa montée des marches. Tenma, de son côté, lui, il est aussi nez à nez avec le chevalier des Gémeaux. Il pense à ce qu'a dit Shun, hein, à savoir rester cool et passer tranquillement, mais cette fois-ci, il se fait repousser violemment hein, par l'armure d'or. Du coup, là, c'est pas une illusion, hein, manifestement, là, le gars, c'est vraiment le chevalier des Gémeaux. Et Tenma, il a pas de bol, hein, donc de tomber sur lui, car dans toutes les époques, hein, le chevalier des Gémeaux, c'est considéré comme le plus fort, hein. Ah! Euh, Sean, il a des remords hein, quand même. Il décide de rebrousser chemin finalement pour aller chercher Tenma au cas où il serait en danger. Et c'est pas une mauvaise idée, il a bien fait, hein, car Tenma il commence à engager le combat avec des météores de Pégase, mais son attaque depuis le début de Next Dimension, elle est pourrie, hein. Il ne la maîtrise pas du tout et pour l'instant il arrive à battre personne avec. Donc c'est vraiment un débutant, hein, Tenma comparé aux autres. En tout cas, Gemini réplique avec l'autre dimension. On se dit putain, ça va barder. Et là, tu as une chaîne qui traverse le palais et qui chope in extremis le bras de Tenma avant qu'il soit emporté à jamais n'importe où. On revient sur Yoga et Marine qui finissent leur discussion et qui disent qu'ils ont moins de 3 jours pour sauver Seiya. Donc d'ailleurs, je suis en pause, hein, je suis en train de me demander, mais comment ils savent ça, les mecs? Parce que du coup, Athena et Sean, ils étaient partis direct. Marine, elle n'était pas là, hein, ni Yoga qui vient d'arriver. Donc, à moins que Marine ait été cachée et écoutée aux portes, je vois pas bien. Bon, bref, Yoga aimerait bien les rejoindre, hein, mais il hésite à laisser Seiya tout seul. Bon, là, tu te dis au moins un gars sensé, quoi. Il s'inquiète un peu. Finalement, il y a Shaina qui débarque et qui dit t'inquiète, frère, on est là, nous les meufs, on va défendre Seiya, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Donc là, on va voir peut-être par la suite un petit duo Marine-Shaina, ça fait plaisir. Cette fois, on arrive donc à la fin du tome 4, hein. On voit Sean pardon, qui tente de ramener Tenma, qui continue à être aspiré. Et Sean est accroché de l'autre côté à un poteau avec sa chaîne aussi.
Et il est désarmé, hein. Il tient Tenma d'un côté et le poteau de l'autre. Il est un peu désarmé face aux Gémeaux. Il en chie, hein. On voit que la tension manifestement est très forte, hein, sur les chaînes. Puis là, d'un coup, bam, tout le monde retombe. Et on s'aperçoit que quelqu'un est intervenu dans le palais. Et c'est Suikyo qui vient d'arriver au temple. Le mec, c'est un cyborg, hein. Personne l'arrête. Il a une mission, il avance, lui. Donc voilà, plutôt cool, hein, ce volume 4. On en découvre un peu plus sur Suikyo, hein, son passé avec son frère défunt. On commence à voir l'étendue de ses pouvoirs. Ox est mort, hein, c'est dommage, mais bon, ça apporte un peu de tension et d'enjeu dramatique à l'histoire. On voit un nouveau chevalier en la personne de Thomas, hein, et puis l'arrivée de Yoga, donc les Big Five vont peut-être petit à petit, enfin les Big Five, les Big Four, hein, pour le coup, puisque le but de l'histoire c'est de sauver Seiya, donc Seiya pour le coup dans Next Dimension, en tout cas pour l'instant, ça sera pas du tout, hein, le héros de l'œuvre, hein, ce qui est finalement la particularité de Next Dimension, hein, parce qu'elle ne tourne pas du tout autour de Seiya, enfin indirectement. En tout cas, ça se termine sur un climax Suikyo vs Gemini, donc en perspective. Dans le volume 5, il y aura peut-être de la fight, donc ça risque d'être tendu, moi je vous le dis. Et si vous avez envie de voir ça, bah écoutez, suivez-moi pour la prochaine vidéo, et puis abonnez-vous au passage, et je vous dis à plus.